Bonsoir à tous au cœur de la mêlée, le magazine Sud Radio pour revenir sur tout ce qui est chaud dans ce week-end rugby, ce week-end top 14, 23e journée. On est à 4 journées de la fin de la phase régulière, autant dire que tous les points sont importants. On va y revenir dans un instant. On est heureux d'accueillir dans cette émission Yohan Huget. Bonsoir. Bonsoir messieurs. En studio, pas de week-end pour Yohan. Pas, non, on est là. On est au travail. Sport Guéron, nous. Ok. Yohan, bien sûr, qui est là. On n'est pas à Marrakech, en train dans le désert d'Agafay et tout ça. Nous, on est au boulot. Ouais. On est au boulot. On a les manches retroussées. On est là pour vous débriefer cette 23e journée parce qu'il s'est passé plein de choses. On suit également la nationale, les demi-finales avec Nice-sur-Aisne et Narbonne-Carcassonne. C'est Antoine Mazer qui va nous suivre ça pendant cette émission. Et puis bien sûr Alexandre Priam qui est avec nous, tout comme Quentin Cabanis. C'est toute l'équipe. Et vous, bien sûr, les auditeurs Sud Radio, 0826 300 300. Et puis également, vous nous suivez sur les réseaux, le hashtag Sud Radio Rugby. On va rappeler, tiens, je ne sais pas si tu es d'accord, Alexandre, on va rappeler les résultats du top 14, mais dans cela, un petit point quand même sur la première chip anglaise, parce que toi, tu as envie aussi d'aller un peu outre-Manche. Il fait un peu chaud en France, donc tu veux prendre le frais. J'ai été dragué là, comme il le faut. Northampton, ils n'ont pas été très contents d'avoir été éliminés en demi-finale de Champions Cup. Du coup, ils affrontaient Gloucester aujourd'hui. Il n'y a pas eu match. Alors, il n'y a pas eu match dans des proportions rares en fait. 1112 mètres parcourus ballon en main à 135, sans tricher. Tiens, devine le score, François. Je sais pas, 44-0. C'était à la mi-temps, c'est pas ça. À la mi-temps, il y avait 40-0. Ouais. 70 90-0. Ouais. En mètre 90-0. C'est à peu près ça. Ah oui. 90-0. Non mais c'est hallucinant. 40-0 en première, 50-0 en seconde. Si Gloucester, l'équipe qui a mis Gloucester, c'est ça le plus important. Non mais attends, 40-0. Les titulaires, Stéphane Varney était là, Atkinson était là, ils sont passés à côté de leur match. Les Gloucestermen, ils sont passés à côté de leur match, c'est sûr. Alors là, franchement François, tu peux pas trop te tromper là. Merci de l'analyse. C'est très long. Oui, mais quand même on va plutôt se concentrer sur le top 14 bien de chez nous parce que c'était le retour du top 14 après la Champions Cup et à 4 journées de la fin, c'est vrai que je le disais dans le sommaire, tous les points sont importants. On va récapituler avec toi, Alexandre, si tu veux bien, les résultats, parce que il y a eu tout d'abord, en début d'après-midi, le bel exploit de Clermont à Perpignan. Une sensation vraiment. Perpignan qui tombe à domicile face à Clermont 28-35 en faveur des Auvergnats. 1 point d'écart seulement il y a eu entre Castres et Montpellier dans le multiplex. Victoire des Tarnais face aux Montpellierins 27-26. Victoire à l'extérieur de Bayonne au Racing 92, à Auxerre, à la Baie des Champs face aux Franciliens 37-28. Victoire à domicile de Toulon face à Lyon 30-24. Pas de point de bonus défensif pour les Rodaniens. Cruel pour les hommes de Fabien Gégène-Bacher. Et puis le bonus offensif cette fois-ci pour Pau face à Oyonnax 39-17 face donc à des joueurs de l'Ain qui sont très très proches désormais de la Pro D2. Yohan Huget, notre consultant, notre invité permanent, voilà, qu'est-ce que tu retiens de ces 4 résultats du multi? On va revenir sur le Perpignan, mais sur ces 4 résultats du multi, la victoire de Castres, celle de Bayonne au Racing, qu'est-ce que tu retiens? Celle de Bayonne au Racing, tout le monde les a enterrés. Ils sont passés tout proches de l'exploit face au Stade Français. Ils sont fait rattraper dans les dernières minutes, une seconde mi-temps où ils sont un peu endormis. Et là, ils ont à 15 contre 14 un match complètement débridé, complètement fou. Ça partait dans tous les sens. Et ils ont réussi à gagner ce match. Première victoire à l'extérieur cette année pour les Bayonnais. Au bon moment pour eux. Ils étaient fatigués. Ils sont sauvés pour toi, les Bayonnais, avec cette victoire à l'extérieur. C'est leur première, je crois, de la saison. Ouais, c'est la première de la saison. Ils sont sauvés, bien sûr. Ils sont sauvés. Il n'y a pas de 48 points ce soir. Il n'y avait pas de match. En gros, je pense que Montpellier va se concentrer sur les matchs à domicile et essayer une grosse réception la semaine prochaine face à Toulouse. Et des Montpelliérains qui sont toujours dans le coup quand même. Ils perdent mais pas de beaucoup. C'est dommageable pour eux quand même. Bayonne reçoit Perpignan, va au Oyonnax et ensuite, dernière journée, accueillera Castres. Voilà le programme des Bayonnais. Alex, toi tu penses que ça y est pour toi, ce succès a entériné le maintien bayonnais?
Bah, il y a 15 points possibles à prendre en comptant les bonus. Ils ont 8 points d'avance. Franchement, je pense que ils ont 2 réceptions. Je pense qu'ils vont en gagner au moins 1. S'ils en gagnent au moins 1, eh ben ils sont maintenus. Donc je pense que c'est bon pour Bayonne, ouais. Et puis cette coupure Coupe d'Europe leur a fait du bien, je pense, de se régénérer, de penser à autre chose, peut-être de une vie de groupe. Et voilà, sur ce match-là contre le Racing, on les a sentis régénérés et surtout avec des essais incroyables. À l'inverse, le Racing donc qui se déplacera à Lyon, qui ensuite accueillera Pau, et dernière journée, le Racing se déplacera à La Rochelle. Le Racing peut-il terminer dans les 6? Première question. Peut-il terminer barragiste à domicile? Deuxième question. Qui se concentre dans les 6 je pense déjà, parce que recevoir Pau qui a aussi joué une place dans les 6 directement avec eux, ils sont à 2 points d'écart, et le déplacement à La Rochelle qui va vouloir son pesant d'or. Donc s'ils sont qualifiés, après ils étaient à 14 quasiment tout le match, ça a été compliqué, mais on n'a pas senti une équipe du Racing fort. Bon début de match quand même, 2 essais tambour battant là d'entrée. On avait l'impression justement qu'ils étaient bien lancés. C'est vrai que ce carton rouge a un peu changé quand même la donne pour eux. Ouais, même avant le carton rouge, ils prennent des essais relativement lointains, faciles. Dès qu'ils marquent des points, ils reprennent des points derrière. Voilà, il manque c'est cette base solide sur laquelle ils pourraient se reposer et être sûrs de leur force. Aujourd'hui, ils ont une très bonne conquête, ils ont des joueurs exceptionnels, avec un retour de Tuisova toujours aussi performant, même après 360 jours d'absence en top 14. Mais il manque cette structure un peu collective pour aller plus loin, justement. Ouais. La stat, il n'y a pas un joueur au-dessus de 7 plaquages. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas un joueur au-dessus de 7 plaquages dans cette équipe du Racing 92. Et il y a des performances qui sont franchement mauvaises aujourd'hui. Sia Colissi, 4 plaquages réussis, 2 manqués, 3 ballons perdus au sol. Max Spring, 2 plaquages réussis, 2 manqués, 2 ballons perdus au sol. Arundel, 4 ballons perdus. Enfin voilà, il y a quand même des joueurs qui sous-performent dans cette équipe du Racing 92, au-delà même de la physionomie du match. C'est un problème sur la saison. Le Racing qui est la 12e équipe à domicile cette saison. Ouais, mais ça fait beaucoup de ballons au sol, beaucoup d'en avant, et quand on enchaîne, je regardais les Bayonnais et Toulouse aussi en Champions Cup. Dès que l'équipe en face tient le ballon, c'est soit des essais, soit des points. Ils n'arrivent pas à être consistants en défense sur minimum 8 phases de jeu. Il y a toujours une faute, quelqu'un qui vient faire une faute, et voilà, c'est signe d'une équipe pas trop en confiance. Castres va se déplacer à Clermont, Castres va accueillir le Stade Français, Castres va ensuite se déplacer à Bayonne. Castres est revenu dans la course au top 6 ce soir. Peuvent-ils les Tarnais faire l'exploit? Ils sont à 2 points de La Rochelle ce soir, Johan. Ils peuvent faire l'exploit, bien sûr. Tout le monde, à ce jour-là, tout le monde peut faire l'exploit. Maintenant, il y a une forme de régularité en top 14, il y a une saison en dents de scie. On les sent fatigués malgré tout, et pour moi je les vois pas rentrer dans les 6. La stat à retenir avec toi, Alexandre? Sur ce Castres Montpellier, quand même, les Castrés, 79% de réussite au plaquage, c'est pas top. 12 pénalités, c'est pas top. 7 sur 10 en touche, c'est pas top. 4 sur 8 en mêlée, c'est pas top. Et tu gagnes. C'est pas top. Et tu gagnes. Comment tu l'expliques? Alors justement, est-ce qu'on peut l'expliquer avec à l'inverse une stat Montpellier-Rennes qui a fait plus de fautes, 27-26 le score final, on rappelle, point de bonus défensif tout de même pour les Montpellier. Moins de fautes du côté de Montpellier, plus de plaquages réussis, plus de passes réussies, moins de ballons perdus, plus de franchissements, plus de défenseurs battus. Comment l'expliquer? Moi, statistiquement, ils ont laissé 7 points les Montpellierains. Et voilà, j'attendais que quelqu'un ait la petite lumière, effectivement, ce qu'on avait évoqué en avant-match. Et oui, avec toi François, on avait dit le problème c'est la qualité au but de Montpellier. Montpellier, c'est une des pires équipes face au poteau cette saison. Et ça s'est vérifié ce soir, ça coûte très cher. Boutier en plus, donc mais là ce soir, ça coûte probablement une victoire à l'extérieur. Elle avait coûté aussi la victoire face à Perpignan malgré tout, parce que c'est vrai que ça leur avait fait le petit défaut à la fin du match. 9 points, je crois qu'il avait loupé en première mi-temps. Voilà, 40 points ce soir pour les Montpelliérains. Ils ont 7 points d'avance, 7 points de retard sur les Lyonnais. On est d'accord ou pas avec ce décompte
Oui, toujours 7 points Oui, tout à fait. d'écart avec les Lyonnais qui 40 sont et 47. 12e et qui ont été battus à Toulon. On rappelle le points en 3 programme, matchs, le programme des Montpelliérains. Ils vont accueillir le Stade Toulousain qui ira juste avant la demi-finale de Coupe d'Europe, donc on va dire dans une configuration où ça va tourner. Ensuite, réception de Lyon. Je pense que c'est là que tout va être ciblé pour les Montpelliérains. Et puis la dernière journée, Montpellier va se déplacer à Clermont où il ne sera pas facile d'aller s'imposer. Ça sent quand même le match de barrage pour les Montpelliérains. Moi, je pense qu'ils s'y préparent quand même malgré tout à jouer ce barrage quand on a 7 points de retard à 3-4 journées de la fin. Et après la défaite contre Perpignan, ils savaient que c'était le match crucial pour eux. Voilà, je pense que dans leur tête, ils commencent à regarder qui ils vont pouvoir affronter et ils peuvent pas ne pas penser à ça. Ce match cet access match. Voilà, ce qui est paradoxal, moi je trouve, en suivant quand même ces Montpelliérains depuis quelques semaines, quelques mois, c'est qu'on sent vraiment le manque de confiance, parce que dans le jeu, il y a des choses intéressantes. Quand ils marquent ses essais en début de match, il y a même une facilité. Voilà, c'est une équipe qui est en plein doute, on le sait. On le voit, ils ont enchaîné, je crois, 5 ou 6 matchs sans défaite. Et puis voilà, un petit grain de sable, ça vient rayer la machine et ils sont repartis comme en début de saison avec des défaillances au but et voilà. Mais le buteur, c'est l'image de l'équipe. Si le buteur doute, c'est que l'équipe en soi ne va pas très bien. Voilà, avec. Tu dis ça, mais c'est le Stade Toulousain le moins bon face au poteau en top 14. Est-ce que tu es obligé de parler de Toulouse, Alex? On parle pas de Toulouse. On parle pas de Toulouse. Tu sais pourquoi? Les joueurs sont en équipe de France. C'est normal. Ah bah oui, c'est pour ça. Oui, bah voilà, ça c'est la réponse des Toulousains toujours. Ça. Mais c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu sais qui a été le buteur pendant les doublons quand même? Malia. Ron Kroos-Malia, pardon. Oui. Donc, sans lui faire injure, mais moi je l'avais jamais vu buter auparavant. Quand même un peu. Mais non, je l'avais jamais vu buter auparavant. Donc, et je pense qu'il a rempli son. Il est argentin. Ouais, mais il a rempli son rôle, franchement, très bien pour moi. Hein. Il a enquillé quand il le fallait. Et ils ont gagné les matchs, les Toulousains. Ouais, on n'est pas inquiet pour les Toulousains qui accueilleront quand même le Stade Français une semaine après leur magnifique qualification en Champions Cup dont on a parlé face aux Harlequins, dont on a parlé tout au long du week-end dernier belle équipe encore, et de la semaine. Ouais, belle équipe effectivement. On y reviendra. Concentrons-nous sur ces matchs du multiplex Toulon-Lyon. Toulon s'est fait peur quand même, Alexandre, t'as commenté ce match pour nous dans le multiplex. 30-24 le score, 3 essais partout, voilà. Mais Toulon s'est fait peur. C'est un peu curieux quand même parce que on les sentait quand même un peu au-dessus en début de match. Bah oui, on les sentait au-dessus. Les 10 premières minutes, elles sont très claires, elles sont totalement pour les Toulonnais. Mais au final, quand on regarde l'image globale de cette partie, est-ce le meilleur qui a gagné? La question pour moi elle mérite d'être posée. Ce que tu as dit à l'instant sur Montpellier, on a vu une équipe qui manquait de confiance, mais qui proposait des choses. Pour moi, ça s'applique aussi aux Lyonnais. 9 franchissements à 1 pour les Lyonnais. Et 2 essais marqués dans le jeu, puisqu'il y a un essai de pénalité. Comment tu l'expliques qu'il y ait aussi peu d'efficacité? Le nombre de ballons perdus, 20 ballons perdus par les Lyonnais, ce qui est beaucoup trop. C'est encore une fois un problème de confiance. Après que Lyon revienne sans point de bonus défensif de ce déplacement dans le Var, je trouve ça extrêmement cruel. Lyon a fait un très très bon match. Toulon a été surtout porté par un Baptiste Serin qui a été encore une fois très très bon aujourd'hui. Ouais, avec 2 passes au pied de Serin, une pour Garbici, une pour Vainicolo et 2 essais au bout, et notamment la deuxième, elle est quand même exceptionnelle. Essayez de la regarder si vous pouvez parce que elle vaut vraiment le détour. Juste le programme des Lyonnais, 24e journée, réception du Racing, déplacement ensuite des Lyonnais à Montpellier. Ça, ce match va coûter cher. Et puis ensuite, il y aura Lyon-Stade Toulousain lors de la 26e journée. Pourquoi il va coûter cher, François? Parce que si Montpellier bat Lyon et c'est un match à 7 points. Il y a 7 points d'écart ce soir, mais réception du Racing, le Racing va devoir compenser, donc je pense que ça va être intéressant. Mais les Lyonnais à domicile, ils sont quasiment intraitables. Oui, mais il y aura réception du Stade Toulousain le 8 juin ensuite, donc réception du Racing, réception de Toulouse, déplacement à Montpellier. Attention, voilà, moi attention, voilà, je sais pas, mais je sais pas ce que t'en penses, toi, Alexandre.
Ah non, mais il faudra qu'on y soit. Hein. Ah non, mais bien sûr. Mais moi, je pense que ça va se jouer sur ce match-là. Hein. Je vois les Lyonnais s'imposer face au Racing et je vois les Montpelliérains peut-être être surpris par les Toulousains. Attention. Oui, ça, il y a peut-être de grandes chances. On verra en tout cas. Ce Toulon-là, un peu up and down, là, comme ça, tu t'en penses quoi? Non, mais c'est normal, c'est un retour où ils n'ont pas joué depuis une semaine, 15 jours, donc voilà, de se remettre la tête à l'endroit, de retrouver leur repère. C'est une équipe qui revient de loin, c'est Toulonnais depuis le retour de Baptiste, mais avant ils étaient dans une période compliquée, donc il y a des choses à remettre en place calmement et on voit encore un grand Baptiste Serein aujourd'hui. Ouais, Baptiste Serein, cette deuxième passe au pied, voilà, elle est quand même assez diabolique. Il a été formé où? Parentis-en-Born. Voilà, Parentis-en-Born, dans les Landes. Une petite stat peut-être pour éclairer ça avec nous, Alexandre? Comme je disais, un 9 franchissements à 1, ce qui est quand même assez évocateur. Je voulais souligner le match de Marius Daumont, dont on parle assez peu. Marius Daumont, 124 mètres parcourus ballon en main, 3 défenseurs battus. Il a été excellent, l'arrière, hein, qu'on voit pas toujours, évidemment, avec la présence de Jaminet dans l'effectif. Mais Marius Daumont, il est formé d'abord à Saint-Barth, Lille, hein, dans les Caraïbes, puis dans les Antilles. Et puis ensuite, bien du côté de la Guadeloupe, ou de la Martinique de la Guadeloupe. Hein. C'est en Guadeloupe qu'il a été ensuite formé, avant d'arriver à Toulon. Franchement, super arrière, super joueur du RCT. Formé à Saint-Barth, ça claque quand même. Ça, c'est la classe. Ah, ouais. T'es formé où? Saint-Barth. Ça, c'est franchement... tu pars où en vacances Mais normalement, tu finis ta carrière à Saint-Barth, tu la démarres pas. Quoi. Oui, c'est vrai. Tu fais comme Philippe Manguero, tu vas à Saint-Barth, voilà, pas pour jouer au rugby, mais bon, voilà. Mais bon, voilà, mais pour être formé à d'autres choses, en tout cas, voilà. Bon, catamaran. Voilà, c'est tout à fait. 19h20 sur l'antenne de Sud Radio. Dans quelques minutes, Fabrice Landreau sera avec nous, sera notre invité. On fait une petite pause, on se retrouve pour parler notamment du bel exploit de Clermont à Perpignan. Restez avec nous, c'est au cœur de la mêlée. Vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec vous, les passionnés de rugby des auditeurs Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. Yoann Huget est là, bien sûr, avec nous. Toujours là au soutien, même les week-ends fériés. Il travaille d'arrache-pied, Yoann. T'en forme ? À l'image de ma carrière. Bien sûr. Voilà, c'est. Je n'osais le dire. Voilà, voilà. Ce qu'on peut saluer ce soir, c'est bien sûr les vainqueurs du jour. On en a parlé. La victoire de Castres, de Toulon, du Racing, celle bonifiée de Pau, sur laquelle on va pas s'étendre. Mais revenons quand même sur le succès plein de caractère de Clermont qui s'est imposé à Perpignan. Clermont a fait un beau coup, 35-28. C'était le premier match. On va écouter Christophe Furios, le manager clermontois, sur ce sujet au micro de Rémi Ruggiero, qui est là. Ah oui, Rémi Ruggiero, c'est pas Rémi Ségué, c'est Rémi Ruggiero. Le dîner, c'était une semaine extrêmement courte puisqu'on n'a repris que mercredi. On avait besoin d'évacuer la déception des Sharks. 2, on avait besoin de faire bouger les lignes sur l'équipe aussi. Et c'est vrai que quand on est dans des situations comme ça, très souvent, on n'avait pas d'équipe en fait sur le terrain, quoi. Et on a laissé beaucoup trop de situations favorables à cette équipe, quoi. Après, en deuxième mi-temps, on a rectifié le tir. Les rentrants ont été très bons, je trouve. Donc voilà. Aujourd'hui, ouais, on a vu une équipe laborieuse dans un premier temps et souveraine en deuxième mi-temps. Laborieuse en premier temps, souveraine en deuxième mi-temps, voilà. Mais je trouve que ce succès, il vient aussi récompenser pas mal de choses qu'on avait vues assez bonnes de Clermont ces derniers mois. Moi, je ne vais pas dans le temps court. Quand on remonte, parfois ils n'avaient pas été récompensés, mais cette fois-ci, ils l'ont été. Oui, ils ont été récompensés parce que les cadres ont pris aussi. Quand on avait reçu Christophe Furios, il nous avait dit qu'il avait besoin de ces cadres et je trouve qu'aujourd'hui, ils ont répondu présent. Kremer, Yato, Audra Pileta, ils ont été incroyables dans la maîtrise, dans la maîtrise de cette seconde mi-temps qui n'était pas facile à aller chercher. Et à contrario, il y a des Perpignanais aussi qui étaient dans une phase un peu moins bien, donc ils ont profité de cette phase des Perpignanais où ils faisaient beaucoup tomber les ballons. Ils étaient très approximatifs aujourd'hui, justement pour aller sceller une victoire à l'extérieur et très importante pour eux.
Mais ça n'enlève à rien parce que ils étaient vraiment sur une phase dynamique depuis cette demi-finale aussi de Coupe d'Europe. Ils échouent même le Stade Français Paris. Hein. Ils échouent de peu. Il faut s'en remettre de cette défaite qui est un peu injuste. Ils n'ont pas eu le temps de gamberger parce que, comme il dit Christophe, ils ont une semaine très courte. Donc ils ont atterri à Clermont, puis ils sont repartis directement à Perpignan. Donc c'est pour ça que cette première mi-temps est un peu laborieuse parce qu'il faut se remettre un peu de tout ça et au fur et à mesure du match, on a senti vraiment c'est Clermontois sûr de leur force quand même. Clermont qui, on va revenir sur les stats Alex, mais Clermont qui recevra Castres lors de la prochaine journée, qui ensuite se déplacera à Toulon et qui accueillera Montpellier lors de la dernière journée. Voilà pour les trois. Il peut se passer des choses, des rebondissements qui peuvent les mener vers le top 6. En tout cas, le maintien semble quasi assuré ce soir grâce à ce succès à l'extérieur. Oui, on peut le dire ainsi, effectivement, ce succès qui est important pour cette équipe de Clermont. On voulait revenir sur une statistique. Alors, il y en a pas mal. Déjà, une à noter, côté perpignanais, c'est le match de Veredamou, encore une fois. Veredamou, il a fait un match monumental, 7 défenseurs battus, 3 franchissements, 3 passes après contact, 25 ballons touchés pour un ailier, c'est quand même énorme. Alors, il va les chercher, les ballons. Il va vraiment les chercher au dézone, comme on dit. Et il dézone énormément. Donc je voulais revenir sur la touche clermontoise 11 sur 13, ce qui est quand même plutôt très correct pour Clermont aujourd'hui. Et puis cette capacité à ne jamais fléchir, c'est-à-dire que il y a à plusieurs reprises, il y a 7-10 points de retard dans les rencontres. Et puis ils sont là. Il y a une image d'une équipe qui devient de plus en plus courageuse, qui prend la personnalité François. Et ce que tu mentionnes quand tu parles du match de la semaine dernière où t'aurais pu t'écrouler en fait en étant battu de façon un peu injuste par les Sharks. Et ben non. Et j'y vois, alors peut-être que je me trompe, mais j'y vois une petite empreinte Christophe Furios. Ce côté, tu lâches pas le morceau quoi. Et c'est peut-être le début de ce que peut apporter Christophe à cette équipe. Ça aura mis beaucoup de temps quand même. Oui, mais à surveiller. En tout cas, je trouve que tout au long de la saison, ils sont passés près comme ça à l'extérieur et ce soir, ils l'ont réussi à Perpignan. Tiens, Clermont top 6 Ouais, bien sûr. Clermont top 6. Pourquoi pas 51 points. Il y a 5 points sur les Rochelais. Ouais, 5 points sur les Rochelais. 15 Après, points il y a Baptiste Jonot qui fait un gros match. Énorme match. Il tient cette équipe à bout de bras. Il a été incroyable dans les rucks. Il a été incroyable sur cet essai qui marque. Il a été très costaud sur ce match-là. Un petit point sur les demi-finales de National, l'échelon 3, la 3e division, on va dire, du rugby français. Où en est-on, Antoine Mazère ? Et dans la première demi-finale entre Nice et Suresnes, c'est pour l'instant Nice qui a fini leader de ce championnat national, qui mène 33-13 face à Suresnes. Et dans l'autre demi-finale qui a commencé un petit peu après, on joue la 25e minute et c'est Narbonne qui mène 12-10 face à Carcassonne, avec, on parlait justement de Clermont, un ancien Clermontois, Peter Betham, qui a marqué l'essai de Narbonne. C'est très chaud, on sent que c'est même tendu sur le terrain entre bien sûr Carcassonnais et Narbonnais. 25e minute de jeu et toujours 12-10 pour Narbonne face à Carcassonne. Johan, une question, il y a qui monte? Le vainqueur de la finale monte et directement. Et après directement, exactement. Il y a un access également jusqu'en National 2 maintenant. La Ligue a vraiment uniformisé les modes de Donc montée et de perdant descente. de la finale jouera contre Rouen Montauban. On est d'accord? Ou peut-être Biarritz. Voilà. Oui. Non, Biarritz. Ou peut-être Biarritz, ouais. Arrêtez avec vous peut-être. Sûrement Montauban. Non. Mathématiquement. Allez, peut-être, ça fait partie des fins de saison. Il faut l'accepter, même si tu l'as pas trop connu quand tu jouais à Toulouse. Mais les peut-être. Mais c'est même probable. C'est carrément probable, Biarritz. Ils vont à Brive. On va en reparler dans un instant. Dans un instant également, des invités qui vont arriver sur l'antenne de Sud Radio, au cœur de la mêlée. Voilà, c'est le week-end férié. Vous êtes peut-être en voiture. Faites bien de nous écouter parce qu'on parle rugby, on est passionné. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, 19h30, si vous êtes avec nous sur Sud Radio, si vous vous connectez, voilà, vous pouvez nous suivre sur l'appli d'ailleurs, on est également en vidéo et ça permet de voir que Yoann Huget est avec nous également en forme, voilà, pas de bronzage ce week-end pour Yoann, mais qui a quand même bonne mine, voilà, et qui est surtout regardé quand même avec beaucoup d'attention ce week-end rugby. On rappelle quand même la victoire de Toulon, celle de Castres, celle du Racing et celle de Pau dans le multi, victoire de Clermont à
à Perpignan. Voilà pour les principaux résultats. Au cœur de la mêlée, c'est bien sûr avec vous au 0826 300 300. C'est aussi avec notre invité. C'est notre invité exceptionnel. C'est Fabrice Landreau qui est avec nous. Salut Fabrice. Bonsoir, comment ça va? Salut, ça va, Fabrice. Je vois, c'est toujours la forme. Ben oui, la forme toujours, Fabrice. Voilà, directeur du centre de formation, directeur du rugby du SA15. Fabrice à la forme. Ouais, c'est ça. Oui, ça sera une future fonction là dans quelques semaines. Ouais. Et pourquoi cette nouvelle fonction? Parce que tu avais envie de revenir aux sources de la formation? Ouais, mais déjà ça, et puis parce que par rapport à notre club aussi qui se structure, donc là j'avais un rôle qui était plus, on va dire un peu satellite en tant que directeur du rugby, donc on est plus sur la politique sportive et générale, au niveau de, que ce soit au niveau des infrastructures et puis au niveau des équipes, et là je vais me centrer vraiment sur la formation parce que le club a besoin d'assises aujourd'hui. On a chez nos jeunes, tous les jeunes sont dans les compétitions nationales. Donc c'était important de continuer ce travail-là qui avait été enclenché. On a la chance d'avoir 7 joueurs issus de notre formation qui jouent en équipe première et qui ont assuré le maintien cette année brillamment. Donc l'objectif c'est de consolider tout ça puis d'aller un petit peu plus loin parce qu'on sait que des clubs comme Angoulême, c'est l'avenir et la pérennisation de notre projet en Pro D2 passera par la formation. Voilà, 58 points donc à une journée de la fin, 8 points au-dessus de la ligne de flottaison. Voilà, c'est assuré. Ça a été comment tu qualifierais ta saison, Fabrice, avec le SA15 Soyons Angoulême? Déjà un grand coup de chapeau à Alexandre Ruiz, qui était quand même le grand artisan de cette réussite, puisqu'il est arrivé en début d'année dans un rôle de manager qu'il ne connaissait pas, donc il a fallu qu'il pose ses marques, bien encadré par un staff très complémentaire. Et donc ils ont réussi à poser vraiment des jalons et puis petit à petit cette équipe a pris confiance et je vais dire que le terreau était bon parce que l'année dernière le SA15 avait vécu une saison compliquée en se maintenant le dernier match à la dernière minute à Oyonnax qui était promu. Donc voilà, cette équipe a vécu l'enfer l'année dernière et cette année c'est bien construite avec un bon mélange, un bon équilibre dans l'équipe avec des garçons très expérimentés puis aussi de la jeunesse, quelques très belles recrues et donc le travail a été fait avec une fin de saison qui a conforté tout ce qui avait été mis en place et pas forcément réussi en début d'année et donc ça s'est bien concrétisé, donc un gros boulot de la part du staff, gros investissement des joueurs qui le méritent amplement et tout le monde est satisfait de ce maintien. Yoann Huget avec nous et sans doute une réflexion ou une question pour Fabrice Landreau, notre invité. Salut Fabrice, félicitations pour ce maintien. Mais non, on t'a vu avec des beaux restes aussi dans le vestiaire. Tu t'entretiens bien, Angoulême. Ils m'ont forcé, tu sais. On a vu. J'étais obligé, voilà. Bon, écoute, c'était spontané. Puis je pense qu'il faut garder aussi cette joie de vivre, cette convivialité. Je pense que les entraîneurs, les joueurs sont soumis à beaucoup de pression et on prend pas souvent le temps de rigoler, de passer un moment ensemble. Et voilà, c'est arrivé spontanément. Tout le monde s'est un petit peu lâché ce soir-là. Et puis ça fait rigoler tout le monde, ça fédère un petit peu plus. Et puis c'est de se dire aussi que c'est beaucoup de pression, mais c'est avant tout un jeu. Et il faut revenir à l'essentiel et à ce qu'on a connu quand on était tout jeune et quand on chantait soit après les victoires, soit après les défaites. Ouais, lorsque tu jouais troisième ligne, Fabrice, rappelons-le. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi tu trouves que dans ce rugby-là, ce rugby pro et cette longue saison de Pro D2, on prend moins le temps de partager des bons moments? Oui, je trouve qu'aujourd'hui les joueurs sont soumis à énormément de stress, énormément de pression. D'une part parce que ils jouent une carte individuelle à chaque fois. C'est quand même des entrepreneurs de leur propre carrière aujourd'hui, donc ils ont des contrats sur des durées qui sont assez courtes. Et puis forcément leur avenir est lié aux résultats de l'équipe et puis des entraîneurs qui se succèdent et au fur et à mesure. Donc on passe peut-être un petit peu moins de temps, il y a peut-être un petit peu moins de partage comme ce qu'on a connu François, même Johan pendant pour sa génération. On est en train de basculer sur une autre forme. Et donc il faut quand même conserver tout ça, il faut conserver ses accroches et profiter de ces moments-là et ça nous transmettre aussi, c'est de transmettre ces valeurs-là. Alors
Je suis persuadé que ça se fait dans d'autres clubs, hein, mais j'ai le sentiment que ça se perd un petit peu. Et ça veut dire que quand on dirige une institution comme toi, directeur de rugby d'un club professionnel, comment tu arrives à insuffler de la bonne humeur au-delà des résultats, parce que les résultats aussi ils cadencent la vie d'un club. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour créer ça, pour pas que ça soit artificiel non plus? Non, mais il faut que ce soit l'ADN du club. Ça veut dire qu'il faut créer aussi à l'intérieur même de l'équipe. Voilà, il faut mettre en place pas mal de petites choses qui permettent de se réunir, d'apprendre à se connaître, et puis de réunir l'ensemble du club, que ce soit bien sûr le staff, les joueurs, les familles, les partenaires. Il faut qu'on fasse partie de tout ça, et puis aussi dédramatiser en disant le sport c'est l'incertitude avant tout. On peut très bien travailler, on peut avoir de très bons joueurs, et puis faire une mauvaise saison et avoir des résultats qui sont pas au rendez-vous, et ça remet pas tout en cause, ça peut pas tout remettre en cause, mais les enjeux sont tellement importants, surtout économiques aujourd'hui pour les gros clubs, que dès qu'on essaye de vouloir se lâcher un petit peu, soit en chantant ou en partageant une belle soirée ensemble, on est toujours soumis aux réseaux sociaux, toujours soumis à ces médias qui sont toujours là et qui portent un jugement en fait, sans vraiment connaître ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est ça aussi qui va peut-être aussi bloquer et coincer un petit peu aujourd'hui les nouvelles générations qui sont devenues complètement addictes des réseaux sociaux et qui gèrent leur image à travers ces réseaux sociaux. Intéressante réflexion de Fabrice Landreau. Johan, ça t'inspire quoi, toi qui es un récent jeune retraité? Oui, on a vu les réseaux très sociaux. Très présent sur les réseaux, Johan. Pas autant que toi, Alex, mais on est ensemble. Mais Fabrice a raison, il faut essayer de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux parce qu'ils vivent avec ça, et donc dans le vestiaire ça fait partie du vestiaire maintenant. Donc pour fédérer, je sais que il y a pas si longtemps, on avait un repas du président une fois par mois, repas 3/4 tous les jeudis. Mais au-delà d'instaurer ça, c'est quelque chose uniquement entre joueurs, que les 3/4, pas les 3/4 et leur famille ou non, juste vous. Non, juste les joueurs. Après, c'était le midi ou le soir. On se retrouvait dans différents endroits de la ville, justement, pour faire découvrir la ville aux nouveaux. On pouvait aller marcher Victor Hugo. C'était important pour nous de se retrouver. Alors il n'y avait pas de fête, c'était en semaine, mais on passait un bon moment, et des fois le week-end, le dimanche, le président organisait des barbecues avec nos familles, et malgré tout, on pense que c'est anodin, mais c'est très fédérateur, et ça fédère énormément sur le club et les familles. Sauf à Montpellier, les barbecues, ils sont un peu moins fédérateurs généralement. Ça dépend au niveau de la saison. Oui. Nous, ils étaient en début de saison, donc ça allait. Fabrice, comment tu vas développer ton rôle donc de directeur du centre de formation dans un espace géographique où le Stade Rochelais a déjà quand même bien tissé sa toile, où il y a pas mal de clubs de bon niveau. On pense à Pulboro, à Cognac, à Barbezieux-Jonzac, à Niort, à Rochefort aussi en Fédéral 2. C'est un bassin qui est moins riche, on va dire, au niveau des licenciés que dans certains comités. Ne serait-ce que l'Île-de-France ou même le comité Midi-Pyrénées. En revanche, le fait d'avoir La Rochelle, c'est une véritable locomotive, c'est un véritable allié. En fait, on a des excellentes relations avec le Stade Rochelais, avec bien sûr Pierre Vénère, avec les entraîneurs Ronaldo Gara, qui est en contact aussi avec notre entraîneur Alexandre Ruiz, et puis aussi toutes les personnes qui sont liées à la formation, parce que tout est lié. On est sur le même territoire, donc on a les jeunes en sélection, ils vont à l'académie à La Rochelle. Nous, l'objectif, encore une fois, c'est que si on a un excellent jeune sur notre territoire et qu'il a le potentiel pour aller vers vraiment le très haut niveau, on va l'orienter directement à le Stade Rochelais. Bien sûr, on va le garder avec nous jusqu'à sa majorité, mais ensuite notre objectif c'est d'envoyer vers le plus haut niveau. Et puis vice versa. Je veux dire, les garçons qui passent par l'académie rochelaise ou l'UBB d'ailleurs, on en a énormément de candidatures de la part des jeunes de l'UBB, parce que c'est un très gros bassin. Et bien même chose quoi. Il semble qu'ils ne peuvent pas forcément passer le cap, parce que le niveau est tellement élevé qu'il y a énormément de garçons qui passeront pas le cut. Et dans ces cas-là, on est des clubs d'appui, des clubs d'appui sur la Pro D2, et c'est pas facile, c'est pas facile non plus pour eux. Mais bon, il y a Angoulême qui est présent, il y a Périgueux qui est en train dans la région aussi, Périgueux qui est en train de
de grandir en national. On a Cognac qui sera en Fédéral 1, Barbezieux en Fédéral 1, et puis après tous les clubs locaux. L'objectif, c'est surtout que tous ces jeunes-là n'arrêtent pas de jouer au rugby. Et moi, ma hantise, c'est ça, c'est de perdre tous ces jeunes, et qu'à un moment donné, parce qu'ils n'ont pas pu accrocher le haut niveau, soit déroutés un petit peu du rugby et décident d'arrêter pour mener autre chose. Et c'est tellement compliqué, tellement difficile aujourd'hui de fidéliser nos jeunes joueurs qu'il faut leur donner des solutions de sortie qui gardent cette âme encore d'enfant, et pour ça il faut qu'on mutualise nos forces. Alors bien sûr, on le fait très bien avec le Stade Rochelais, avec tous les autres clubs du comité. Ouais, on a parlé là des divisions inférieures. Tiens, c'est l'occasion de faire un petit point sur les demi-finales, juste avec Antoine de National. Ça vient de se finir à l'instant, François. Nice qui décroche son billet pour la finale de National en s'imposant 35-13 face à Suresnes. En finale, ils affronteront soit Narbonne, soit Carcassonne. Ça se joue actuellement. Ça va être la mi-temps dans un instant. Mais Carcassonne est repassé devant sur la pelouse de Narbonne 20-12 grâce à un essai de Carbou, le talonneur, il y a quelques instants. Pour l'instant, c'est Carcassonne qui rejoindrait Nice en finale de ce championnat de National. Ouais, la fin de l'aventure des Suresnois de David Auradou. Voilà, tiens, un ancien coéquipier à toi, Fabrice, au Stade Français. Voilà, on en parlait avec lui lundi. On l'a eu dans l'émission Bibi Auradou, et il nous disait que le modèle économique était pas facile. Justement, comment toi, qui vois ça en Pro D2, comment on a connu avec Cognac aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais comment on arrive à justement à faire vivre le rugby quand on a peu de budget, que c'est professionnel, mais le statut surtout plus que le salaire. Comment on fait? On parle de double projet en amateur. On parle de double projet. On essaie d'amener d'abord de s'appuyer sur des jeunes joueurs. Des jeunes joueurs qui sont étudiants encore, à qui on propose des doubles projets, donc soit avec des contrats d'apprentissage, soit avec des formations en alternance. Donc le salaire qui va en découdre leur permettra justement de vivre, et puis après on leur propose également des entraînements qui sont pas aussi calibrés que ce qu'on peut connaître chez les professionnels, mais ils seront quand même encadrés par un préparateur physique, par des kinés, par plusieurs entraîneurs, notamment des entraîneurs de ligne avec un manager. Donc on essaie de faire durer ça, mais là on sent vraiment qu'aujourd'hui il y a une différence entre la Pro D2 et la National 1. Là on parle de Narbonne, on parle de Carcassonne. Ce sont des clubs qui ont vécu et qui ont connu la Pro D2 pendant de longues années, donc ils sont encore sur ces critères-là, et Albi est dans le même système. Ensuite, pour tous les autres clubs qui veulent se structurer, il faut énormément d'argent, et ça c'est un peu compliqué, parce que dans le rugby amateur aujourd'hui c'est pas les buvettes et c'est pas les entrées qui vont vous faire un budget. Donc ça veut dire c'est organiser une société commerciale, faire des hospitalités, créer un véritable engouement à travers les résultats, à travers son équipe. Il faut fédérer un territoire, et ça passe aussi par les élus, par les politiques qui sont là pour aider les clubs, parce que c'est très très compliqué aujourd'hui de lever 3, 4, 5 millions d'euros de budget pour pouvoir exister en national et plus haut en Pro D2 où il faut un petit peu plus. Fabrice Landreau avec nous en direct sur Sud Radio. Fabrice, quel regard tu portes toi sur le top 14 de cette année? Voilà un peu cette course qui est très serrée. Ouais, c'est très serré. Je suis émerveillé par ce championnat. Je trouve qu'il a vraiment pris notre dimension depuis 2 saisons. Le Stade Toulousain nous régale à chaque fois. L'UBB est en train de monter en puissance. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe. Même Oyonnax, qui malheureusement est le dernier de ce championnat, a fait de très belles performances. C'est une équipe très très solide. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. On a plus ces passerelles qui étaient, on va dire, plus facilitantes il y a quelques années de ça, où un club de Pro D2, s'il était un petit peu structuré, avec une équipe un peu solide, pouvait éventuellement s'en sortir en top 14. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça veut dire qu'il faudrait fermer la ligue, selon toi? À un moment, il va falloir penser à ça ou pas? À un moment donné, François, il faudra se poser des vraies questions par rapport à nos joueurs qui sont surchargés de matchs à l'international, avec l'équipe de France, qui sont surchargés par la Coupe d'Europe, surchargés par les matchs de championnat. Et donc peut-être qu'il faudra à un moment donné se dire, il y a qu'une seule descente. Et puis peut-être réduire, de passer à 14, de passer à 12, pour essayer de récupérer des dates, et qu'il y ait aussi un petit peu de récupération pour les joueurs. Et pour peut-être également permettre avoir des rencontres plus liées à l'international, qu'on puisse chercher des ressources plus liées à l'international. Alors il y a la Coupe d'Europe, mais pourquoi pas
si c'est encore dans les tuyaux, une coupe du monde des clubs. Mais en tout cas, il faudra, pour créer de la richesse, il faut créer des matchs de haut niveau pour créer de l'engouement. Et il faut pas qu'un public d'initiés aujourd'hui, si on veut s'en sortir, il faut un public qui vient pour un spectacle, qui vient assister à des belles rencontres, qui veut voir des essais, qui veut voir du jeu, qui veut passer un beau moment, et puis qui est prêt à consommer dans un stade de rugby, quoi. Alors en écoutant la radio, bien sûr, Sud Radio, la radio du rugby. Merci Fabrice d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Toujours un plaisir de t'avoir. Voilà. Et t'aurais aimé toi jouer dans ce top 14 d'aujourd'hui là, toi qui as été talonneur au Stade Français notamment et à Grenoble avant. Ouais, tu sais François, je me pose souvent la question quand j'assiste à ces rencontres-là en bord du terrain ou dans les tribunes, je me demande si j'aurais eu à l'heure actuelle les capacités pour jouer à ce niveau-là. Parce que j'ai l'impression que ce qu'arrivent à faire les joueurs aujourd'hui, j'étais incapable de le faire à leur âge. Et est-ce que j'aurais su m'adapter? Est-ce que j'aurais pu avoir les mêmes qualités? Je ne sais pas. Donc je m'interroge des fois. Je dis, est-ce que moi, de ma génération, j'aurais pu avoir la chance de jouer à leur niveau et de vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui? Parce que voilà, je pense qu'ils doivent prendre un pied énorme sur les pelouses chaque week-end. Moi, je pense que oui. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel, parce que t'étais quand même un gros travailleur. Allez, merci Fabrice. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio et plein de beaux projets avec le SA15. Bien sûr, félicitations pour ce maintien. Dans un instant, on va se retrouver, tiens, un petit point peut-être sur... non, c'est la mi-temps, tu disais à Narbonne, et c'est fini à Nice. Hein, donc on rappelle, Nice en finale de National 35-13 face à Suresnes, et Carcassonne qui mène à la mi-temps à Narbonne. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler du match du soir, l'UBB face à La Rochelle. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous, les auditeurs Sud Radio, les passionnés de rugby avec UNUG, bien sûr. La team Sud Radio est réunie. Et on est content d'accueillir Rémi Lamera, qui est avec nous, ancien joueur international, bien évidemment, ancien joueur du Stade Toulousain, mais qui a terminé sa carrière à l'UBB. Salut Rémi. Salut François, salut la team. Ben ouais, Johan, salut Rémi, je vous présente pas, hein? Non, on se connaît bien. Non, on a grandi ensemble. J'ai vu quelques photos, il n'a pas changé, ça va. Bon, Alexandre est là bien sûr avec nous pour accueillir quand même Rémi. T'as terminé, je le disais, ta carrière qui a été brillante du Stade Toulousain à Castres, à Clermont et à l'UBB. L'UBB ce soir face à La Rochelle. Juste un petit, on commence comme ça par la question actu avant d'élargir un petit peu. Comment tu les sens ces Bordelot-Béglé face à La Rochelle, qui est un peu leur bête noire quand même ce soir, hein. Oui, c'est vrai. Mais écoute, je les sens quand même plutôt bien parce qu'il y a cette dynamique depuis la victoire contre Bayonne qui résonne quand même comme un gros signal envoyé en cette fin de saison. Donc voilà, la Coupe d'Europe étant maintenant off. Je pense que toutes les forces vives sont du côté de Bordeaux ce soir, mais bon voilà, La Rochelle cherche ce Brennus depuis pas mal d'années, donc ça va être un beau défi pour ce qualif tant attendu par les deux équipes. Tu continues à avoir un lien avec l'UBB, tu passes de temps en temps les voir, on va dire que ça te chatouille encore un peu ou pas du tout? Non, ça me chatouille plus, mais effectivement j'ai toujours un lien avec les copains, notamment les plus vieux, on va dire, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer quelques saisons. Les plus sages aussi. Les plus sages, effectivement, ceux qui ont le moins soif. Tu vois, parce qu'ils gagnent de temps en temps la propriété. Alors je citerai pas de nom, mais tu en imagines quelques-uns. Mais voilà, j'ai la chance d'être pas très loin de Bordeaux dans mon nouveau projet, donc j'ai souvent des têtes. Demain grand jour, c'est ça? Exactement, c'est gentil, merci pour la pub. Avec grand plaisir, attends. Avec grand plaisir. Non mais Rémi, ce qui est intéressant, c'est que tu as basculé dans un projet où tu es aujourd'hui vigneron, viticulteur, comment tu veux qu'on t'appelle? Ouais, vigneron, c'est ça, ouais. Bon, proche de la nature comme il a toujours été et du vin. Ouais, du vin souvent, ouais, de la nature, ça dépendait, mais effectivement vigneron, de l'agriculture de la vigne et la transformation du raisin en vin pour essayer de passer de bons moments. Avec ton activité, Rémi, t'es proche du club. J'ai vu qu'il y avait des joueurs qui étaient venus, amicalement, ils sont venus t'aider, ou c'était avec un projet par rapport au club, t'aider dans tes vignes? Non, c'est plutôt amicalement parce que tu sais que le vin et le rugby, c'est assez lié, mais à ce niveau-là, il vaut mieux en rester un peu éloigné. Mais effectivement, on doit de faire des journées vendanges où on boit pas, on travaille, où on récolte un raisin, on va dire. C'est des choses que des mecs avaient jamais fait et m'ont sollicité pour venir vivre l'expérience, donc c'est plutôt sympa, quoi.
Ouais, qui est quand même le plus vaillant, on peut le dire ça, le plus vaillant pour les vendanges, parce que c'est dur les vendanges quand on a toute la haute pleine de grappes là. Ça sent le vécu, ce que je décris, ça sent le vécu. Ouais, alors le plus vaillant pour déboucher, je pense que tu as le nom. Le plus vaillant pour porter la haute, je dirais Max Lamotte, mais c'est parce que lui il peut pas se baisser pour ramasser les raisins. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a prolongé peut-être à l'UBB, Max Lamotte. Grâce à toi. Effectivement. Bon, juste quand même pour avant de revenir sur le rugby, mais quand même, Rémi, toi tu as commencé donc ton activité de vigneron récemment. T'as acquis un domaine, on est d'accord, hein, voilà, dont parlait Alexandre. Un château. Un château. Bon, alors un château, c'est un grand nom, mais c'est un domaine. En tout cas, c'est du travail et c'est dur. Comment ça se passe? Parce que c'est une conjoncture très difficile pour les vignerons dans le Bordelais. Il y a beaucoup d'arrachage. Comment toi, tu vis cette situation? Forcément compliqué parce que ça fait pas une superbe tube à l'appellation. En revanche, je pense que c'était assez nécessaire parce qu'on est arrivé au bout d'un système où il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes, donc ça faisait forcément partir sur d'autres régions et les viticulteurs qui essayaient de travailler correctement n'étaient pas trop récompensés. Donc voilà, ça va un petit peu écrémer en termes de volume et puis peut-être se concentrer un petit peu plus sur la qualité en essayant de faire des choses un peu différentes. Et ce qui est dur, c'est la commercialisation quand même du vin. Comment toi tu t'y prends et est-ce que ta carrière de rugby te sert dans ce sens? Oui, elle me sert. Alors le plus dur reste quand même de jongler avec la météo. Hein. C'est Dame Nature qui nous régit. Donc là, pour le coup, c'est vraiment compliqué. On a beau mettre toute la bonne volonté, la motivation, le travail qu'on veut, on peut tout perdre en quelques heures. Ça, c'est très compliqué. Et effectivement, la commercialisation aujourd'hui est un sujet dans les vins de Bordeaux, mais il y a des alternatives. On essaye des cépages d'ailleurs, on essaye des types de vinifs un petit peu différents. Enfin, pour ma part, à travailler peut-être aussi hors appellation, à savoir du vin de France comme on appelle, et essayer d'amener les gens, de ramener les gens et notamment les jeunes à Bordeaux sur des vins un peu plus simples à boire, quoi. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose de sympa à faire quand même avec cette difficulté. Voilà, il faut avoir rester optimiste. L'enthousiasme. Non, mais c'est incroyable, c'est un métier extraordinaire quand même dans lequel tu t'es lancé parce que tu es à la fois chef d'entreprise, agriculteur entre guillemets et aussi commerçant. Il faut aller sur les foires. Enfin, c'est dur. Ouais. Justement, je me posais la question, Rémi, est-ce qu'on peut venir à Ivrac au domaine Grand Jour pour faire une dégustation? Comment ça se passe? Ouais, effectivement, mais là on est en train, de monter une guinguette. Donc j'ai passé toute la journée avec un ami Michael à faire un cabanon où on va recevoir les gens, on va allumer le brasero, on va faire déguster les vins et puis on va essayer de faire un domaine qui vit. Et puis quand on veut venir de façon un peu moins festive, on va mettre en ligne sur notre site internet des espèces de créneaux agenda où les gens peuvent venir réserver une marche d'1 heure autour des parcelles pour voir un petit peu l'environnement de la propriété et terminer la visite par une dégustation au chai. Bon, revenons quand même à nos moutons rubistiques, Rémi Lamora. Qu'est-ce que tu penses, toi, et en tout cas, félicitations quand même pour ce beau travail de vigneron et qui est passionnant et qu'on relaiera dès qu'on le pourra, voilà, parce que c'est vrai que c'est une initiative intéressante. Et de ce fait, la carrière sportive te manque pas, Rémi? Certaines parties de la carrière, si, forcément, l'entrée sur le terrain, les frissons à la fin de beaux résultats ou des émotions que je pense on a eu la chance de vivre à une intensité incroyable. Après, j'ai un projet qui me plaît beaucoup, qui me prend beaucoup de temps surtout et d'énergie. La famille aussi à côté qui est partie prenante du projet puisqu'on vit sur place. Donc on va dire que j'ai pas de temps d'ennui où je ressasse un peu les actions, les moments, etc. Et je reprends toujours autant de plaisir à vivre des moments à travers des matchs, que ce soit souvent au stade parce qu'à la télé pas trop, de temps en temps à la radio, tu vois, quand je conduis, où je me dis putain quelle chance on a eu, quoi. Donc plutôt un regard satisfait
et honoré d'avoir pu vivre ça qu'aigri, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu retiens de tes 3 titres là? On va dire, t'as vécu des épopées. T'étais jeune au Stade Toulousain, puis ensuite il y a eu Castres, le titre 2013, puis le titre 2017 avec Clermont, la finale perdue contre Toulouse en 2019, si tu vois ce que je veux dire, Johan. Qu'est-ce que tu retiens toi le plus de ta belle carrière et longue carrière? Oh, le plus, je sais pas, mais effectivement, ces titres, c'est marquant, même si je les ai vécus, comme tu l'as dit, à des stades de ma carrière assez différents. Celui de 2017 résonne quand même assez fort parce que on avait quand même cette année-là une super génération à Clermont. Il y avait aussi l'équipe de France à côté. Je m'étais vraiment épanoui cette année-là, mais en termes de souvenirs, c'est compliqué d'en sortir un. Si ce n'est peut-être les adieux, on va dire, à Chaban en costard, parce que j'étais en groupe et j'étais plus du tout invité à ce moment-là de la saison. Et de voir ma mère en tribune qui a sacrifié jeune un gamin de 15 ans qui part de la maison et les parents qui laissent faire pour vivre un rêve. Et ça, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être pas ça le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, quoi. Et je pense que c'est le plus beau souvenir que j'ai aujourd'hui sur un terrain. Eh ben, c'est un bel hommage en tout cas, et t'étais parti de Sainte-Foy-la-Grande à Toulouse. Merci Rémi d'avoir été avec nous. Un petit prono juste pour terminer sur ce TUBB La Rochelle, en toute objectivité. Merci à vous. Oui, mais forcément, donc toute objectivité, je vois une victoire de l'UBB, j'espère, des copains de l'UBB, mais j'ai aussi beaucoup de copains à La Rochelle, notamment dans le staff. Donc voilà, je vois bien La Rochelle prendre un point de bonus défensif et qu'on voit des essais, parce que je pense qu'on va avoir du jeu ce soir, donc je verrai bien un petit 36-34 pour l'UBB. Et Rémi, tu penses le que bonus Bordeaux def pour Rémi Thalès, c'est bien. Il veut pas de problème, Rémi, c'est pour ça. Tu penses que Bordeaux peut se qualifier directement pour les demi, Rémi? Je leur souhaite, mais vu le calendrier, ça me paraît assez compliqué. Mais bon, tu sais comme moi, Johan, que dans le championnat, arriver à pronostiquer même à 3 journées de la fin, c'est tellement compliqué que je leur souhaite, parce que c'est vrai que de passer un week-end de repos pour se ressourcer à ce stade-là de la compète aujourd'hui, vu l'intensité du championnat, je pense que c'est ce qui fait la diff après dans la ligne droite. Ouais, c'est aussi compliqué que les prévisions météo pour un vigneron. Merci Rémi Lamora. Très fort, mettez fort, merci. François, Allez, fort. la bise et à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. À très bientôt. On se retrouve dans un instant. Les news, la libre antenne, et puis 20h30, on sera avec Bernard Lemaître, le président de Toulon. À tout de suite.